Et bonjour à tous, ravi de vous revoir pour le grand retour, de la perm pour la rentrée de la saison 2020-2021 avec, si mes comptes sont bons, on en est au 28e numéro de la perm. Alors c'est une rentrée, un peu particulière, particulièrement intense, mouvementée et comme on va le voir, durant cette émission, une, rentrée qui est placée sous le signe de l'islamophobie, qui s'épanche un peu partout, que ce soit sur les plateaux de télé, les institutions, à l'Élysée jusque dans les douches des salles de sport. C'est ce qu'on va discuter durant cette émission. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Bonjour, bonjour à tous les Euh, spectateurs. bonjour. Youssef Boussouma. Bonjour à toi Youssef. Bonjour à vous, chers amis. Et Tariq Bouafia. Bonjour à toi Tariq. Bonjour à tous. Alors bonjour, j'espère que l'été s'est bien passé pour vous, que vous êtes prêts pour cette rentrée assez intense. D'ailleurs, là, je voulais vous demander, d'un point de vue général, comment vous la voyez, cette rentrée avec ces actualités. Youssef. Euh, Bouleversante. Faiza. Énervante. On va faire un mot, on va faire comme ça. Tariq, en un mot, la rentrée. Je vais essayer en un mot. Non, mais ça va être deux, trois mots. Enfin, c'est la copie conforme des autres rentrées, je dirais. On est un peu plus radical. D'accord. Il ne respecte pas les règles. Tariq, il fait plus qu'un mot. Alors, c'est pas. Désolé. On va commencer l'émission. Avant de commencer, j'invite nos auditeurs tout d'abord à partager l'émission, à la liker, à s'abonner toujours sur la page de Parole d'honneur. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don via le lien qui va s'afficher à l'écran. Et enfin, comme d'habitude, on a fait la perme aussi pour vous donner la possibilité de participer, de poser vos questions, d'interagir avec les invités. Donc, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et moi, j'essaierai de faire remonter durant l'émission. Alors, comme vous le voyez, l'émission elle a deux titres parce qu'on va parler de deux sujets qui ont quand même un fond commun, qui est l'islamophobie. Et on va commencer par parler de ce qu'on a décidé d'appeler le Zinebgate, avec comme principal protagoniste Idriss Siamedi, le dirigeant de Baraka City, une ONG humanitaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc, je vais essayer de résumer assez rapidement cette histoire. Donc, on a une histoire qui se déroule sur Twitter, dans laquelle Idriss Siamedi a décidé de révéler l'hypocrisie et la face cachée de ces personnes qui font leur beurre et leur succès sur l'islamophobie et la haine des Arabes, on va dire, et des Arabes et des Noirs, à travers des tweets où ils montrent leur duplicité, la contradiction entre leurs propos et leurs actes. Pendant qu'on va parler de ça, il y a Omar de la technique qui va vous faire dérouler quelques tweets pour que vous puissiez voir un peu ce qui s'est passé sur Twitter. Alors là, on parle de Zinebgate, mais tout ça a commencé, si je ne me trompe pas, avec Zorabitan. C'est d'abord Zorabitan qui a été attaqué par Idriss Siamedi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zorabitan, c'est une sorte de Zainab El Razoui qui intervient souvent chez les grandes gueules. Elle est un peu l'islam de service, intégrationniste, faisant de l'excès de zèle dans le patriotisme, mais s'en prenant aux habitants des quartiers d'immigration. Donc, il a révélé de multiples facettes cachées de cette personne, notamment mon fils, qui aurait peut-être un passé délinquant, et elle-même pourrait peut-être, il pose des questions, Idriss Hamidi, il fait des affirmations, il pose des questions, qui aurait elle-même versé dans quelques affaires pas très légales. Et depuis, il a décidé maintenant à Zainab El Razoui. Et là, ça a pris des proportions très importantes, puisqu'on a eu notamment le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui s'en est mêlé. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire, Faiza, toi qui es très proche de Idriss et qui a bien suivi l'histoire? Est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, tu as résumé les grandes lignes. Après, ce qui, à mon sens, pose problème dans cette affaire, c'est évidemment l'intervention de Gérald Darmanin que tu viens de mentionner, mais il n'y a pas que lui comme politique qui a réagi. On a aussi l'ancien Premier ministre catalan, Manuel Valls, qui est intervenu dans cette affaire en expliquant qu'il y avait plusieurs enquêtes qui seraient en cours et qui viseraient explicitement Idriss Siamedi. Et donc, on a une utilisation claire de l'appareil judiciaire pour faire taire les dissidents politiques, en fait.
Hmm. Ouais. Et donc là, comme je t'ai dit, tu es très proche de Idriss Hamedi, qui est là encore une fois sur le feu des projecteurs et surtout sur le feu des critiques. Alors là, cette fois, il est dans une posture un peu plus offensive, mais il doit subir en même temps des pressions très importantes. On l'a dit, il y a notamment Darmanin, il y a Manuel Valls, il y a tout un pan du champ politique qui s'est ligué contre lui, mais il reçoit aussi de nombreuses attaques et menaces en privé. Est-ce que tu as des contacts avec lui? Comment il se sent? Comment il vit ça? Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il est inquiet? Lui, à mon sens, il est serein parce que il confirme bien que toutes les informations les questions qu'il a posées, il ne diffame en rien ces personnes et il attend d'ailleurs plutôt positivement un éventuel procès en diffamation qui lui permettra au moment T de montrer donc au grand public toutes les preuves dont il dispose et qui tendent à prouver cette duplicité de ces deux dames qui sont aujourd'hui des égéries de la sphère islamophobe en fait, en réalité. Après, évidemment, recevoir des pressions, recevoir des menaces de mort, c'est jamais très agréable et c'est plutôt à ce niveau-là, je pense que nous, collectivement, nous, militants contre l'islamophobie, on doit se mobiliser, on doit se montrer solidaire à ses côtés, on doit le soutenir, non pas, dans cette affaire, ça ne veut pas dire endosser toutes les positions qui ont été les siennes, endosser la logique qui est la sienne, endosser toutes ses opinions politiques, ses opinions religieuses, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire être aux côtés d'un frère qui est attaqué aujourd'hui par la sphère politique, qui est intimidé, qui fait l'objet d'une espèce de cabale politique et qui est complètement injustifié, illégitime et qui relève tout simplement d'un espèce de règlement de compte personnel parce qu'il faut savoir que Idriss Hamedi, le directeur de Baraka City a déjà subi un harcèlement judiciaire, notamment pendant la période de l'état d'urgence, avec plusieurs perquisitions dans ses locaux, une enquête ouverte pour des faits de terrorisme qui a duré plus de 3 ans et qui, en 2019, a abouti à un classement sans suite du parquet de Paris. Et au final, on voit bien que les politiques qui ont voulu faire taire, voulu mentir le travail de Baraka City, aujourd'hui, il n'a jamais rien trouvé à reprocher à cette ONG. Et donc, on va cibler plutôt Idriss Hamedi, qui représente un petit peu le profil du musulman très conservateur, le musulman hyper orthodoxe, le musulman infréquentable en réalité. Juste un petit détail, Tariq, fais attention, quand tu ne parles pas, débranche le micro parce qu'on t'entend respirer quand tu... D'accord. Okay. Alors, les autres, est-ce que vous avez suivi cette affaire? Quel est votre regard là-dessus? On va commencer par toi, Tariq. Est-ce que tu as suivi à peu près un peu? Oui, j'ai un peu suivi cette affaire. En même temps, c'était un peu difficile de pas la suivre, vu et Faisal l'a bien rappelé, mais vu la disproportion quand même qu'il y avait entre un simple lanceur d'alerte, qu'on pourrait le considérer comme ça, ou simple personne qui pose des questions tout à fait normales concernant une personne qui est devenue une idole républicaine. Dans une vidéo qu'on verra, mais on a une sénatrice des Républicains, Jacqueline Eustache-Brinio, qui dit Zineb, notre icône de la République. Donc on voit vraiment une véritable disproportion entre des questions qui sont complètement légitimes posées par un citoyen lambda sur une égérie, sur une personne qui se considère comme voilà, vertueuse, etc. Et une disproportion vis-à-vis des attaques dont Idriss Hamedi est l'objet quand même par des hautes instances de l'État. C'est quand même le ministre de l'Intérieur qui monte au front, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre Manuel Valls qui monte au front pour soutenir Zineb El Razoui, alors que justement on pose justement des questions sur son passé à elle, sur son présent, sur ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, sur voilà, toute l'hypocrisie qui tourne autour de cette personne. Mais ça dit beaucoup. Ça peut paraître complètement anecdotique. On pourrait laisser ça dans le champ de Twitter et de se dire bon bah c'est juste des partout interposés, des gens qui cherchent voilà, à régler leur compte, alors que pas du tout. Et surtout, la réaction de Darmanin, etc., est très politique, et surtout, elle dit énormément de choses voilà, sur comment vraiment on tente de faire taire ceux qui osent lever la voix, quoi. D'ailleurs, au niveau de duplicité, on peut souligner aussi
Zainab El Razoui, qui s'en prend beaucoup aux musulmans sous couvert de féminisme et qui est très très ami avec Darmanin, qui a lui-même plusieurs accusations de viol sur son dos. Donc on voit que elle a des idées un peu à géométrie variable. Toi, Youssef, est-ce que tu as suivi un petit peu ça? Qu'est-ce que tu en penses, notamment de l'intervention de personnes comme Darmanin? Oui, oui, on vit une période assez particulière où un certain nombre de journalistes deviennent des porte-voix politiques. Dans le passé, les journalistes se manifestaient, je parle des journalistes en France, des journalistes de ce qu'on appelle les journalistes de cour, qui sont réellement embedded, comme on disait pour les journalistes qui étaient aux côtés de l'armée américaine en Irak. On a un certain nombre de journalistes embedded qui ont un profil non pas de journalistes intègres, etc., mais de militants, de véritables militants. Et au-delà, alors, Zineb El Razoui, elle a tout à fait le droit d'avoir les positions qu'elle a. La question n'est pas là, sur la laïcité, sur tout cela, il y a aucun problème. Mais le gros problème, si on peut dire, bah, c'est cette confusion des genres. C'est une journaliste militante, c'est une militante et caractérisée par un rejet des musulmans et pas uniquement comment un amour de la laïcité. Il y a des tas de gens qui professent la laïcité et qui pour autant ne se comportent pas comme elle. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est au service d'une politique qui est tout à fait dans l'air du temps. On fait des carrières avec l'islamophobie actuellement. On est connu. Il y a des livres qui peuvent être écrits là-dessus. Et elle fait partie de ces journalistes, donc comme je disais, embedded. Et ce qui est un problème, c'est qu'on a aujourd'hui des figures politiques, donc Darmanin, mais Manuel Valls, etc., qui montent au créneau pour appuyer telle ou telle vision politique des choses. Et ça, c'est quand même nouveau. C'est quand même nouveau parce que généralement, on laissait les débats se faire dans une démocratie qui s'appelle la France, enfin qui prétend être démocratique. On laissait les débats se faire. Et là, on a carrément une intervention de l'État. L'État, enfin des représentants de l'État sortent de leur rôle. Le rôle d'un Darmanin n'est pas d'intervenir de cette façon. Le rôle d'un Darmanin, il est d'être un ministre, de gérer ses affaires de ministre, mais il n'est certainement pas comment d'intervenir. Ça consiste à donner son point de vue, à prendre petit tour, etc. C'est vraiment quelque chose qui est particulier à la période que nous traversons. Dans les commentaires, alors n'hésitez pas encore à commenter, hein, j'essaierai de faire remonter. Dans les commentaires, on me demande pourquoi Idriss Hamidi n'a pas été convié à l'émission. Alors, on a invité Idriss Hamidi, malheureusement, là c'est un peu compliqué avec les histoires de procès, avec toutes les affaires, donc il n'a pas pu répondre à l'invitation, mais il sait très bien qu'il est la bienvenue pour participer sur Parole d'honneur. Nous, il n'y a pas de problème pour l'inviter. Alors, est-ce que aussi tout ce débat là autour de Idriss Hamidi, c'est pas aussi le signe de la supercherie de tout le discours républicain autour de la liberté d'expression? On ne cesse d'encenser cette liberté d'expression quand il s'agit de personnes comme Zemmour, comme El Razoui, mais les musulmans, comme Si Hamedi, ne semblent pas pouvoir jouir de la même liberté, même quand ils en jouissent, même pas dans les plateaux télé, mais seulement sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Faiza? Bah oui, on est carrément dans un espèce de deux poids deux mesures. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'avais noté dans la pétition de soutien que j'avais initiée pour soutenir justement Idrissi Hamedi contre les pressions politiques, de savoir Idrissi Hamedi est-il moins libre que Zineb El Razoui? La liberté d'Idrissi Hamedi est tellement préquéangle respectée pour que Charlie Hebdo continue d'offenser, pour que Charlie Hebdo puisse continuer de choquer. Et à l'inverse, eh bien, quand il s'agit de personnes de confession musulmane, à l'instar de Idrissi Hamedi, eh bien, ils sont parfaitement capables de prendre toutes les mesures nécessaires pour le museler. C'est-à-dire que Idrissi Hamedi ne pourra jamais, aux yeux du politique islamophobe, bénéficier des mêmes droits et des mêmes libertés qu'une Zineb El Razoui qui, sous prétexte qu'elle est dans une espèce d'idéologie anti-religieuse, anti-islam, à vouloir la liberté sur tout ce qu'elle veut, eh bien, elle, par exemple, elle peut se permettre d'écrire sur Twitter sans jamais être inquiétée, mort à l'islam, par exemple. Elle peut se permettre de venir
nous écrire votre religion, votre idéologie religieuse vous a ravagé le cerveau en s'adressant aux musulmans, en offensant, en insultant à demi-mot, parce qu'elle est toujours très très précautionneuse sur les mots qu'elle utilise, à croire même qu'ils sont parfois peut-être rédigés par des juristes ou conseillés par éventuellement ses avocats ou je ne sais quoi. Elle est très précautionneuse, mais elle continue toujours d'offenser, d'injurier, sans jamais, jamais, jamais qu'il y ait le moindre politique qui se désolidarise de ces discours, y compris lorsqu'elle a appelé, il faut aussi le rappeler, elle est poursuivie pour des faits d'incitation à la haine. Hein. Elle a fait l'objet de signalements, notamment auprès du CSA, pour avoir appelé à tirer à balles réelles sur les jeunes des quartiers populaires. Est-ce que vous avez entendu c'est de l'incitation à l'article 40? Eh bien, ça, vous ne le verrez jamais. Tariq ou Youssef? Ouais, je trouve on a véritablement là affaire à une véritable extension du domaine de la censure, en fait. On le disait, évidemment que, par exemple, Idriss Ahmedi n'a pas sa place, n'a jamais sa place dans les médias et beaucoup de militants décoloniaux ou antiracistes, etc., n'ont jamais leur place, malheureusement, dans les médias. Mais là, non seulement c'est dans les médias mainstream, mais c'est jusque dans ce qui reste un peu de liberté, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais quand même mettre en parallèle, tu parlais tout à l'heure de supercherie vis-à-vis de la liberté d'expression. Souvenons-nous quand même du tollé qu'avait suscité, je veux dire, de la défense qu'avait reçu Mila quand elle avait appelé sur l'islam, quand elle avait craché sur l'islam, etc. Quoi, tu vois. Donc, quand on met en parallèle ces histoires-là, on voit véritablement de quel. Mais c'est bien, mais c'est qu'en même temps, presque le roi est nu. On voit de quel côté se penchent les Darmanins, etc. Ils sont véritablement dans un soutien indéfectible à des personnalités qui font leur beurre sur l'islamophobie, qui font leur beurre sur des appels à la haine et sur des appels au meurtre, dont a l'habitude de faire Zineb El Razoui. Donc oui, on a véritablement une extension du domaine de la censure qui va sur les réseaux sociaux et qui est quand même extrêmement inquiétant, mais qui, je trouve, qui s'inscrit dans une logique beaucoup plus globale. On se souvient de la loi sur les fake news, etc., que veulent faire passer le gouvernement, etc., et qui vise véritablement à censurer tout propos qui dévierait du champ républicain, qui est un champ très bien balisé que le gouvernement prend soin de mettre en place. On l'a vu notamment avec la loi sur les séparatismes. Youssef, tu veux ajouter un point là-dessus? Oui. Le régime dans lequel nous vivons actuellement a érigé, a fabriqué un certain nombre de héros ou d'héroïnes de l'islamophobie. Alors, bon, on connaissait bien Caroline Forest, évidemment. Et maintenant, on a les natives, islamophobes. Donc, évidemment, ça a plus de poids au niveau de l'idéologie dominante. Ça a plus de poids quand il s'agit d'une Razoui qui, effectivement, dit les pires choses, plutôt tendre des musulmans et autres. Et en tout cas, ce qui est grave, c'est que il y a eu une inversion totale qui s'est déroulée. On avait l'habitude des journalistes qui défendaient les minorités, on avait l'habitude des journalistes qui effectivement pourfendaient les atteintes aux personnes faibles. Mais là c'est le contraire. On a des héros, des héroïnes qui effectivement se mettent en tête d'attaquer des personnes déjà attaquées, déjà attaquées par un racisme d'État structurel, notamment l'islamophobie, mais aussi la négrophobie, la homophobie. Et on a des journalistes qui deviennent les héros et qui prennent des postures très courageuses, comme s'il y avait des hordes de musulmans déchaînés qui passaient leur temps devant leur porte, qui ne rêvaient que de les tuer, etc. C'est absolument faux, évidemment. C'est exactement l'inverse qui se passe. C'est transformer la victime en agresseur. Et encore une fois, je veux dire, il est temps de dénoncer cela, parce que cette islamophobie qui, normalement, selon les canons, selon la loi, eh bien, est quelque chose d'illégal, eh bien, aujourd'hui, elle devient légale par l'intermédiaire de porte-voix, de héros, alors héros au double sens du terme, qui vont se faire les porte-voix de ce racisme d'État, puisque l'État officiellement doit garder quand même quelques précautions, eh bien, l'État, pour sa campagne islamophobe, ses campagnes racistes, eh bien, il a à son service un certain nombre de journalistes de cour. Voilà.
Alors, pour terminer sur le sujet de Idriss Siamedi, Faiza, je voulais savoir quelle sera la suite au niveau des procès. Est-ce que Idriss Siamedi est confiant? Parce que lui aussi, il compte à tenter des procès, notamment contre Darmanin et Emmanuel Valls, c'est ça? C'est dur à chaque fois qu'il aura estimé être diffamé par le politique qui s'exprimera à son sujet. Pour l'instant, il va attendre très sereinement les plaintes qui ont été annoncées, mais qui pour l'heure ne sont toujours pas déposées, on le sait. Il n'y a aucune trace pour l'instant de ces plaintes dans un quelconque parquet de France. Je pense qu'elles sont évidemment encore en travail. Après, lui, que je l'ai dit tout à l'heure, il attend très sereinement un éventuel procès en diffamation pour justement pouvoir prouver qu'il n'a pas diffamé et justement que chacun puisse se rendre compte des preuves qu'il peut apporter et qui tentent à prouver que et effectivement les deux personnalités qu'il a ciblées dans un tweet sont des escroqueries. D'accord. Alors, je crois qu'on a perdu Youssef. Je pense qu'il va revenir là dans pas longtemps. Je vous propose maintenant de clore le dossier de Idriss Siamedi et on va parler de séparatisme. Et pour introduire le sujet, je vous propose de regarder un petit extrait de l'intervention de Macron de ce vendredi, dans lequel il présente son projet de loi et on en parle tout de suite après. Ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes, qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. Non. Ce piège, c'est d'ailleurs celui que nous tendent les ennemis de la République, qui consisterait à faire de chaque citoyen de confession musulmane un allié objectif parce qu'il serait la victime d'un système bien organisé. Trop facile. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement, et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ces lois propres sont supérieures à celles de la République. Alors là, on vient de voir l'introduction. En fait, c'était l'introduction de Macron sur son projet de loi. Et je voulais savoir ce que vous inspire chez vous, cet extrait, cette définition du séparatisme islamique, parce qu'en gros, il parle des séparatismes, et celui qui vise, c'est ce qu'il appelle le séparatisme islamique. Cette focalisation sur l'islam, mais en même temps, cette prétention à ne pas vouloir tomber dans le piège de l'amalgame et du racisme envers les musulmans. Tariq, t'en penses quoi? Oublie pas de rebrancher ton micro. Écoute, c'est une énième loi, une énième déclaration qui est dirigée contre l'islam, clairement, évidemment. Il avait dit qu'il allait parler de tous les séparatismes. J'entendais même Darmanin dire on va aussi s'attaquer au séparatisme, du suprémacisme blanc, etc. Bon, à la fin des fins, c'est l'islam qui est visé dans cette intervention et dans cette loi qui va arriver, qui sera présentée au Conseil des ministres le 9 décembre prochain. Donc, le jour de la promulgation de la loi sur la laïcité en 1905, etc. Donc, ça dit énormément. Sur ces séparatismes-là, je trouve que se met en place de manière très, très claire, véritablement, un véritable régime d'exception, de véritables lois spéciales et qui ont un nom en sciences politiques qui s'appelle l'apartheid. On crée là, typiquement, d'ailleurs, ça n'a pas tenu longtemps, cette tentative de ne pas amalgamer l'islam avec les séparatismes, etc., en parlant d'autres séparatismes. À la fin des fins, dès le début du discours d'Emmanuel Macron, ceux qui étaient visés, c'était l'islam et ses pseudo-dérives islamistes. Et donc, on a vu toute une liste de mesures qui seront prises par les préfets pour dissoudre les associations, pour contrôler les maires, etc.
Donc, c'est-à-dire un contrôle de plus en plus accru de l'État vis-à-vis d'une communauté qui est dominée, d'une communauté qui vit déjà dans un apartheid social, dans un apartheid économique, dans un apartheid judiciaire, politique, qui est la cible depuis des années de lois spéciales, hein, qui visent à l'invisibiliser, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc, on a véritablement une attaque en règle contre ça va au-delà parce que c'est intéressant de voir les mots qui sont utilisés. On parle de manifestations de l'islam, voilà, des manifestations de l'islam, etc. Mais ce qui est visé véritablement, c'est la visibilité des musulmans dans l'espace public. Il n'y a qu'à voir les mesures qui sont prises ou qui seraient prises contre des dérives, etc. Souvenons-nous de ce qu'avait dit Castaner en 2019 après l'attaque au couteau à la préfecture de Paris, où il fallait il a fait une liste de signes de radicalisation. Alors, il y avait la barbe, il y avait la pratique un peu plus régulière et ostentatoire du ramadan de la prière pendant le ramadan, ce qui est complètement bête parce que pendant le ramadan, on prie beaucoup plus, on va plus à la mosquée, etc. Donc, ce qui est véritablement recherché, il y a vraiment une culture du soupçon qui se met en place et qui vise une communauté qui ne vise absolument pas telle ou telle dérive, mais qui vise véritablement à rendre invisibles des gens qui font déjà partie d'un groupe social qui est, de part, je veux dire, socialement, économiquement dominé, invisibilisé et discriminé. Alors, parmi les mesures, tu as parlé des mesures, parmi les mesures, il y a notamment, je vais les citer, il y a l'instruction obligatoire de l'école dès 3 ans, une grande limitation de l'instruction à domicile qui sera limitée aux impératifs de santé, un contrôle accru des maires. Là, je pense qu'on vise certains maires qui apparaissent peut-être trop conciliants, on va dire, avec l'islamisme, selon l'Élysée. Une plus grande possibilité de dissoudre des associations qui rompraient avec le principe républicain. Donc là encore, c'est flou pour pouvoir avoir une large moyen de manœuvre. Un devoir de neutralité qui va s'étendre dans les services publics aux salariés d'entreprises délégataires de ces services publics. C'est-à-dire que notamment dans les bus, les chauffeurs de bus devront faire preuve de neutralité en termes de laïcité parce que apparemment en France, alors je ne sais pas où c'est parce que moi j'ai jamais vu ça, apparemment en France, des chauffeurs de bus refuseraient des femmes d'entrer dans les bus parce qu'elles ne respecteraient pas les règles islamiques. Et enfin, on peut citer comme mesure la formation des imams en France. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que c'est plus ou moins grave que ce que vous auriez pu imaginer, Faiza? Non, c'est encore plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, à aucun moment, j'ai pensé que dans un projet de loi contre le séparatisme, c'est-à-dire en fait, on est censé viser les radicaux, les fanatiques ou des gens qui nuisent à la République, je ne vois pas quelle est la pertinence d'interdire l'instruction à domicile, par exemple. En fait, on rentre dans une espèce de future loi complètement où il y a uniquement des mesures qui relèvent de l'arbitraire. Par exemple, tu viens d'évoquer, Wissem, la question des dissolutions d'associations. Eh bien, jusqu'à présent, les associations pouvaient être dissoutes pour 2 raisons. Soit des questions d'apologie de terrorisme ou de faits avérés de terrorisme, ce qui est normal, et la deuxième raison, c'était des faits de racisme ou d'antisémitisme. À partir de l'entrée en vigueur de la future loi sur le séparatisme, il sera possible au gouvernement de dissoudre une association quand les services de l'État jugeront de manière complètement arbitraire que cette association porte atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne. C'est-à-dire que, par exemple, sur les polémiques récentes, je ne sais pas si vous avez vu un article qui est sorti dans le Parisien il y a quelques jours et qui faisait état de la radicalisation dans le sport. Et on nous expliquait que une salle de jiu-jitsu était radicalisée parce que sous la douche, les hommes devaient garder leur slip. Alors, est-ce qu'on va considérer à partir de là que demander à un homme de se doucher avec son slip et donc de ne pas nous montrer ses parties génitales, est-ce que ça constitue une atteinte à son intégrité physique ou à son intégrité morale, puisqu'il aura envie d'être tout nu en fait, et puis on va l'empêcher d'être tout nu? Est-ce que ça, c'est une atteinte à l'intégrité morale? Ça va être laissé à la libre appréciation des préfets, et vraiment là, il faut vraiment que la communauté musulmane, les communautés musulmanes se rendent compte qu'il est aujourd'hui, c'est le jour où il faut absolument lancer l'alerte sur des dérives absolument liberticides. Ne vous y méprenez pas. Ce projet de loi ne vise pas les séparatistes, il vise les musulmans, leur mode de vie et leur visibilité.
Mmh. Alors, d'ailleurs, sur le projet de loi de l'école, obligatoire à 3 ans, un peu l'ironie de l'histoire, c'est que ça risque de toucher aussi les autres religions où il y a beaucoup dans les autres religions d'enfants qui sont dans des écoles, hors contrat. Youssef, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces mesures? Bah, ce sont évidemment des mesures liberticides. Je voudrais juste revenir sur cette histoire comment de douche en slip ou pas. C'est quelque chose. On nous impose de plus en plus des choses mettant des évidences. Par exemple, comment les sportifs doivent prendre leur douche nue. Mais c'est absolument faux. Bon, moi qui ai fait un peu de sport dans mon jeune temps, je me rappelle que ce n'était pas du tout le cas. Je veux dire, donc on érige maintenant en vérité absolue et définitive des choses, des pratiques qui étaient juste parcellaires ou en tout cas on les érige en dogme, en normes, comment à respecter. Et ça, c'est extrêmement grave parce que qui dit la norme, bah, c'est une sorte d'élite politique comme ça et qui décide que désormais. Alors non, ce sont effectivement des choses qui visent les musulmans. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est la première fois, et ça nous ramène évidemment au code de l'indigénat, c'est la première fois qu'effectivement on a des lois qui visent spécifiquement des catégories de population. Lorsque l'État français devait comment contenir les poussées entre guillemets séparatistes bretonnes, notamment comment dans les années 60, même à cette occasion, il n'y a pas eu de loi particulière qui visait les Bretons. Et donc, il y avait des lois qui étaient absolument liberticides hein, sur le non-enseignement des langues minoritaires, etc. Mais là, on voit bien tout le monde, on a cette espèce de 9 langues, tout le monde sait très bien de quoi il s'agit quand on parle de laïcité, quand on parle de séparatisme. Et d'ailleurs, on ne le cache même plus. Et d'ailleurs, la déclaration du président de la République le montre bien. C'est réellement les musulmans en tant que tels. Et ça, c'est extrêmement grave parce que avant, on disait par exemple, oui, lorsqu'il s'agissait de l'antisémitisme, qui n'était pas encore d'État, hein, je parle de l'entre-deux-guerres, évidemment, eh bien, on disait que ça vise les juifs, mais aussi à travers eux, ça vise toute la société. Et on avait sans doute raison, puisque les persécutions subies par les Juifs comment annonçaient évidemment le régime de Pétain et autres. Mais là, aujourd'hui, on a une démocratie qui peut parfaitement se satisfaire eh bien, d'une attaque générale et précise contre les musulmans, sans que le reste de la société se sente solidaire et puisse réagir contre ces dénis de liberté. Tout le monde sait très bien qu'il s'agit des musulmans, qu'on va en rester aux musulmans, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais c'est extrêmement grave parce que c'est un nouveau code de l'indigénat qui se met en place peu à peu comme ça. Alors, qui ne dit pas son nom. Et ce qui est grave, c'est qu'avec cette histoire de séparatisme, c'est que évidemment dans les devises de la liberté, comme dans les devises de la République, hein, on a dans la Constitution, dans le préambule, la République une et indivisible, et on se rend compte aujourd'hui qu'elle est une, certes, et indivisible, mais pour tout le monde, sauf pour les musulmans. En fait. La question est de savoir à quoi on veut se rallier. La question est de savoir à quoi on veut se rallier. Est-ce que lorsqu'on parle de séparatisme, est-ce qu'il faut adopter toute cette société de cette façon, sans rechigner, sans discuter, etc. Mais il y a des thèmes avec lesquels auxquels nous nous opposons et avec lesquels on a le droit de ne pas se sentir associé. La recherche du profit, absolument, la racialisation des relations, les discriminations, eh bien, on a parfaitement le droit de ne pas s'organiser là-dedans et de se séparer de cette idéologie. Ouais. Alors, Youssef, alors déjà, est-ce que tu peux dire à la personne qui a accompli le travail domestique chez toi d'essayer de faire moins de bruit avec la vaisselle? Et là, tu parlais de la laïcité, on sait qui c'est que ça vise. Alors, pour parler de ça, je vous propose de regarder un petit extrait et on en reparle après. J'ai une question à vous poser par rapport à cet extrait. Omar va le diffuser. Aujourd'hui, on a quand même des journalistes qui sont menacés. On a notre Zineb, qui est une icône de la République, dont l'Express a fait sa une. Donc on ne peut pas dire que ce soit un sujet pour tabou. laquelle l'État a dû renforcer sa sécurité depuis quelques jours, ce qui est quand même une honte. Et donc aujourd'hui, on a dans cette société enfin des gens qui disent oui, c'est une menace, mais c'est une menace pour notre liberté. Mais nous sommes d'accord. On va nous parler d'une loi. Alors, moi, j'ai fait un rapport sur lequel on a fait des préconisations. Moi, je suis inquiète sur cette loi parce que d'abord, on nous parlait du séparatisme. Maintenant, c'est les séparatismes. La grande hypocrisie, il y en a un. Il y en a un qui menace la France, c'est le communautarisme islamiste. C'est clair, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est le seul qui nous menace aujourd'hui. Et donc, le président, maintenant, va dire, on va parler des séparatismes. Le manque de courage, la peur, l'hypocrisie, c'est quoi le sujet? Parce que moi, il ne faut pas avoir peur de ceux qui nous menacent. Bien il sûr. faut les combattre. Il faut les combattre. Et c'est pas en disant le déni. Exactement. Quand on les combat pas, on les laisse faire. C'est juste insupportable. Et moi, j'ai pas envie de cette France-là pour mes fils.
Alors, on a vu que Macron parle en effet des séparatismes, des séparatismes au pluriel, mais que tout le monde sait qu'en fait, on vise ce qu'on appelle le séparatisme dit islamiste, et plus particulièrement les musulmans. Et donc, j'avais une question un peu spéciale. Quel est pour vous le plus dangereux? Est-ce que le plus dangereux, c'est un libéral comme Macron qui essaye de masquer son tournant national raciste en faisant croire à tous les séparatistes, ou une femme comme celle qu'on a entendue, une députée qui affiche clairement qu'il faut lutter contre les islamistes, entre guillemets, mais on sait bien que ça veut dire les musulmans. Je Tariq. pense, je pense que les deux ce sont les deux faces d'une même pièce au fond. Je veux dire, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment intéressant et je trouve que Macron véritablement prépare avec des lois qu'on a dit liberticides, racistes, etc., est véritablement dans une radicalisation islamophobe. Et ça me fait penser à ce qu'a pu être et à ce que peut devenir plus tard ces lois-là si dans quelques années, un pouvoir fasciste ou un pouvoir néofasciste arriver au pouvoir en France et justement en fait pourrait s'appuyer sur des lois qui sont véritablement des lois d'exception, qui sont des lois dirigées contre une partie de la population, en l'occurrence ici les musulmans, et c'est ce qui s'est déjà passé dans le passé. Il y a un très bel ouvrage de l'historien Gérard Noirier, Les origines républicaines de Vichy, où il montre très bien comment le régime de Vichy, si le régime de Vichy opère une rupture autant qualitative que quantitative dans l'antisémitisme d'État, il y a aussi une continuité que l'on trouve dans ces lois d'exception vis-à-vis des Juifs, dans ces lois racistes, dans cet État raciste que met en place Pétain et le régime de Vichy. Mais quand même, donc, il y a une véritable continuité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a sous des aires républicaines, etc., un dispositif législatif, un arsenal législatif qui vise à mettre, donc à discriminer une partie de la population. Et je pense que c'est un socle sur lequel pourrait s'appuyer malheureusement un président ou une présidente ou un gouvernement véritablement d'extrême droite s'il a au pouvoir. Et là, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ouais. Et juste, je terminerai juste sur la question de la République. C'est vrai que c'est un terme qui revient en permanence, hein, qui est toujours opposé au communautarisme, au séparatisme, etc. Et il est toujours utilisé comme une manière de se dédouaner de toute forme de racisme ou d'islamophobie. Si je suis républicain, si mon projet contre le séparatisme est un projet républicain, si je revendique la République, eh bien, automatiquement, je suis complètement lavé de toute soupçon, de toute forme de racisme, d'antisémitisme ou de homophobie, etc. Or, je rappelle juste que le code de l'indigénat, ce n'est ni sous l'Empire, ni sous la monarchie, mais sous la République. Des lois racistes, anti-immigrés, etc., qui ont été menées avant Vichy, c'est sous la République. Donc, considérer ou croire ou faire croire que la République serait vertueuse et ne pourrait émettre des lois racistes est une vue de l'esprit. Et je pense que s'il y a une lutte véritablement à mener, c'est contre presque cette théologie républicaine, parce que c'est de ça auquel les musulmans sont appelés à se convertir, véritablement à une religion républicaine auquel les musulmans devraient se soumettre pour être véritablement considérés comme des citoyens éclairés, etc. D'ailleurs, en parlant de séparatisme, de le fait de se séparer de la République, toi, Youssef, qui est un militant de longue date, qui a milité, qui a notamment côtoyé pendant de longues années les militants de la gauche révolutionnaire, cette idée de séparatisme, normalement, la gauche révolutionnaire ne devrait-elle pas la revendiquer? Est-ce que nous-mêmes, on ne devrait pas revendiquer cette volonté de se séparer, entre guillemets? Est-ce qu'on ne devrait pas retourner le stigmate en disant que face à cette République, oui, un projet révolutionnaire, c'est de se séparer de cette République? C'est au sein même de l'idéologie marxiste qu'on trouve ça d'ailleurs, puisque comment la théorie des classes sociales fait qu'évidemment on trouve une arrivée au pouvoir du prolétariat et que non seulement c'est l'arrivée au pouvoir du prolétariat, ça c'est la phase politique, mais il y a aussi toute une phase culturelle où on cherchait à développer, en tout cas le discours marxiste classique, cherchait à développer comment une culture du prolétariat, une culture révolutionnaire avec ses coutumes, avec ses habitudes, et qui était en totale contradiction avec celle du camp d'en face, du camp de la bourgeoisie, qui avait ses rites, qui avait etc. Et donc du coup, eh bien c'était même
l'essence même de la révolution. Sinon, le mot révolution n'avait plus aucun sens. Le mot révolution, c'était aussi tout un changement de paradigme et une rupture avec un ordre, alors un ordre qu'on disait capitaliste évidemment, et qui avait donc, qui était lié avec à ces superstructures culturelles. Eh bien, actuellement, non. C'est comme s'il y avait une belle union sacrée. On se retrouve un petit peu en pleine Première Guerre mondiale et on se demande qui est l'ennemi. Enfin, l'ennemi, il est connu maintenant, c'est l'ennemi intérieur. Mais ce qu'il y a de grave, et j'insiste là-dessus, cette espèce de discrimination consensuelle, c'est qu'on on a un racisme chirurgical, enfin on a des lois chirurgicales. Dans le même temps, si on prend Paris par exemple, on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de liberté, d'expression, etc. Les policiers sont même plus regardants par rapport à tous les bobos qui fument leurs joints sur les quais du canal. Tant mieux pour eux, il y a une sorte de permissivité comme cela. Mais dans le même temps, et à côté, on a une violence de plus en plus évidente, de plus en plus marquée contre certaines catégories de population. Alors, les jeunes, et particulièrement les jeunes des quartiers, évidemment, mais aussi les sans-papiers et autres. Et donc, tout cela se passe sous le regard du reste de la société qui continue ses activités sportives, qui court, qui fait du vélo, la vie est belle. Dans quelques temps, nous allons commémorer malheureusement le 17 octobre 61. Et ça nous ramène forcément à cela. Ce massacre du 17 octobre, c'est fait en pleine démocratie. Tu avais raison de le dire tout à l'heure, Tarek. Il ne s'est pas fait en dictature, il s'est fait en pleine démocratie, devant les yeux de tout le monde, à une heure où tout le monde sortait des bureaux, du travail, etc., où il y avait les gens qui faisaient la queue pour les cinémas. Et on a toujours cet esprit qui fait qu'on a des sous-hommes qui sont là, et ces sous-hommes, on peut leur infliger ce que l'on veut. On est sûr d'avoir le consensus du reste de la société. Alors à l'époque, on est en pleine guerre d'Algérie, mais là, on a cette espèce de sentiment. Officiellement, il n'y a pas de guerre, mais il y a une guerre larvée. Une guerre larvée, je le dis, avec ces bataillons de journalistes aux ordres ou d'intellectuels aux ordres. Et c'est extrêmement grave parce qu'on a le sentiment que ceux qui devraient être nos alliés, justement, dans cette société, ceux qui se disent révolutionnaires, ceux qui se disent vraiment contestataires, eh bien, ne sont pas au rendez-vous. Et ils se rangent du côté de la République. Alors, ce projet de loi va être présenté en décembre. Est-ce que tu as un peu d'espoir que les députés ou les sénateurs la rejettent? Est-ce que déjà tu as un peu cet espoir ou pas du tout? Tu penses qu'il va passer? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour lutter contre ça? Comment nous, musulmans, et nous même en dehors des musulmans, les militants qui sont contre cette islamophobie, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? S'agissant de la loi qui doit être présentée le 9 décembre prochain, je pense qu'elle sera in fine adoptée, c'est une évidence. Les députés étant majoritairement élus La République En Marche, je vois pas du tout comment ce projet de loi il pourrait être rejeté. Par contre, j'ai espoir que certaines mesures, dont notamment la question des dissolutions d'associations ou l'interdiction de l'instruction à domicile, puissent être éventuellement censurées par le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a quand même une véritable atteinte aux libertés fondamentales. Ici, ça pose vraiment problème de laisser le pouvoir de l'arbitraire complètement au préfet ou aux élus. Donc ça, à mon sens, il y a certaines mesures qui pourraient poser problème à un moment ou à un autre. Et puis, c'est très intéressant d'ailleurs de voir de quelle manière que l'État et le gouvernement nous bassinent à longueur de journée avec les valeurs républicaines et puis l'importance de la laïcité, alors même que les musulmans ne demandent pas de changement de la loi de 1905. Et eux, en fait, pour faire des entorses à la laïcité, pour faire en sorte que le mode de vie en fait de certains musulmans soit officiellement sorti des rails, eh bien ils changent la loi, ils changent la laïcité, ils changent la définition finale de cette laïcité pour faire que finalement le musulman devienne hors la loi. S'il conserve ses pratiques, il devient forcément hors la loi, il sort du champ républicain. Et puis après, sur le mode de mobilisation, je pense vraiment que c'est aujourd'hui le moment ou jamais de se mobiliser. Il y a une pétition qui a été publiée hier soir par un collectif de citoyens avec un texte qui a été signé par plus de 100 voix issues de la société civile musulmane. C'est très très important aujourd'hui de soutenir toutes les initiatives, pas uniquement celle-là, mais toutes les initiatives qui viseront à porter une voix dissidente dans l'espace politique médiatique. C'est très très important aujourd'hui, jusqu'au 9 décembre, de pouvoir se faire entendre et de dire au gouvernement, attention, là vous touchez aux libertés fondamentales des musulmans,
qui d'ailleurs ne vous ont rien demandé, et vous n'êtes pas en train de restreindre la notion de séparatisme, vous n'êtes pas en train de restreindre un potentiel radicalisme, vous n'êtes pas en train de sanctionner des terroristes, vous êtes en train de vous attaquer au mode de vie des communautés musulmanes, et c'est très grave. Et donc, à mon sens, moi je pense que, et c'est pour ça que vraiment c'est la responsabilité des associations musulmanes ou des fédérations qui ont participé aux négociations, aux discussions avec Gérald Darmanin sur les dernières semaines, elle est vraiment, c'est catastrophique. Aujourd'hui, c'est très grave pour moi qu'un CFCM puisse aller discuter avec Darmanin et se féliciter du contenu de ce discours à la fin, alors même qu'on voit très bien que au final, les mesures sont directement dirigées contre les musulmans. C'est absolument inacceptable. Et d'ailleurs, ces personnes-là, elles sont complètement en dehors de la réalité, en vérité, et elles ne sont là que pour servir parfois leurs propres intérêts, s'accrocher à des sièges pendant encore des décennies, parce que le politique leur aura permis. Et tant que c'est nuisible, parce qu'il faut les nommer comme ils sont, tant qu'il y aura des nuisibles qui iront déjeuner dans les salons de l'Élysée pour légitimer des mesures liberticides, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Tariq, très court, s'il te plaît, très court, vas-y. Ouais, combien de une minute? Ouais, non, non, je voulais juste rappeler cette loi sur le séparatisme et toute l'ambiance vis-à-vis de l'islam, quand même, dans une généalogie coloniale. Je veux dire, cette volonté de l'État français de contrôler, de suivre, d'avoir un œil assidu sur l'islam, sur l'organisation du culte, etc., elle remonte tout de même à une histoire coloniale qui est extrêmement présente aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est extrêmement important de le dire, que depuis l'arrivée française, la conquête barbare de l'État français en Algérie, il y a eu cette volonté permanente de mettre au pas les autorités musulmanes, de mettre au pas les religieux, dans le but justement de conquérir la population, etc. Et c'est quelque chose qui se poursuit aujourd'hui. Et juste, on parlait quand même de la laïcité, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire que de nous dire que les musulmans voudraient se séparer de la laïcité ou voudraient avoir des lois spéciales pour eux, alors qu'ils veulent juste, ni plus ni moins, que l'application stricte de la loi qui leur permet de suivre leur religion et d'appliquer leur religion. Et c'est ce qui se passe véritablement, mais depuis une vingtaine d'années, disons depuis l'histoire du voile à Creil, et ensuite avec l'interdiction du voile à l'école en 2004, c'est ce que Pierre Tavernier appelle une révolution conservatrice dans le champ de la laïcité. Et c'est exactement ça qui se passe. Et d'ailleurs, c'est extrêmement amusant de voir comment l'État français tente de faire porter la responsabilité aux musulmans en disant vous ne voulez pas de la laïcité, alors que juste il y avait quand la loi de la laïcité est passée en 1905, il y a eu des débats extrêmement forts sur est-ce que cette loi de la laïcité va aussi s'appliquer en Algérie. Et il y avait des amendements, dont un qui disait, c'est très rapide, il faut approprier la nouvelle législation à la situation spéciale de l'Algérie et de permettre au gouverneur général, à qui incombe la responsabilité des intérêts de notre domination, de prendre des mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. Donc, c'est-à-dire que cette loi est devenue une loi qui était une loi pour la métropole, mais qui ne s'est jamais appliquée en Algérie. Donc, c'est la France qui a, dans l'histoire plutôt, refusé d'appliquer ces principes de laïcité aux musulmans. Et donc, la France a toujours voulu, et l'État français a toujours voulu garder la main sur les autorités religieuses, etc. Donc ça, c'est quand même assez hypocrite. En effet. Alors, pour terminer, on va dire sur une note, j'allais dire rigolote, mais c'est dramatiquement drôle, tellement c'est ridicule. Je vous propose de regarder un dernier extrait d'une émission de débat de haute volée, avec des invités aux esprits brillants et renseignés, avec un sujet de la plus grande importance. Alors, je préviens les auditeurs, si vous n'êtes pas prêts à écouter des propos d'un certain niveau intellectuel, cet extrait peut être dangereux. Omar va lancer l'extrait. Le Parisien hier, une enquête formidable dans les vestiaires. Alors je lis le journaliste dans les vestiaires, j'ai remarqué que tout le monde se douchait en caleçon. C'est une réalité, je l'ai dit 50 fois ici. Mais oui. Mais en me rhabillant, je suis nu l'espace de quelques secondes, le temps d'enfiler mon caleçon. Mon geste anodin n'est pas passé inaperçu puisque le lendemain, sur le groupe WhatsApp des licenciés, Abdallah effectue un rappel. Le vestiaire est pour l'ensemble des adhérents adultes, ados et kids, enfants en anglais. Comme il y a beaucoup de nouveaux cette année, il est bien de rappeler une règle. Nous demandons aux adultes de se doucher en caleçon et d'utiliser une serviette pour se changer. Bon, ça c'est une injonction, effectivement, qui montre que, alors, visiblement, les musulmans se douchent en caleçon.
et ne se montrent jamais nus. Mais c'est vrai dans les clubs de football professionnel, puisque les témoignages que j'ai aussi de présidents de clubs que je connais disent qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Il faudrait quasiment 2 vestiaires, parce qu'il y a des gens qui se douchent nus, je parle des sportifs de haut niveau, et des gens qui ne se douchent pas nus. Et que ça pose un problème pour ceux qui ne sont pas nus, qui ne veulent pas voir les autres nus. Bon ben voilà, on a vu Pascal Pro et tout plateau de télé complètement indigné que des gens puissent prendre en caleçon. Est-ce qu'on a atteint le fond avec cette histoire? Est-ce qu'on a atteint un tel niveau homophobique qu'on va aller surveiller les Arabes et les Noirs jusqu'à comment ils se douchent? Qu'est-ce que ça t'inspire ça, Faiza? Bah, c'est hyper intéressant de voir que cette République qui se dit solide, prête à résister à tout ce qu'il pourrait lui porter atteinte, se sente menacée par un slip. C'est vraiment, je comprends même pas qu'on puisse en arriver là, mais c'est très intéressant. La formulation que tu viens d'avoir, Wissem, elle est très intéressante parce que tu dis, on vient vérifier les musulmans, les noirs et les arabes, de quelle manière ils se douchent. Et en fait, moi je vis à Nice, et ici, dans les piscines municipales, on a des grands panneaux quand on rentre dans les vestiaires où il y a marqué nudité interdite. Alors jusqu'à preuve du contraire, la municipalité niçoise, qui est aujourd'hui dirigée par Christian Estrosi, est quand même loin d'être une municipalité islamiste, et c'est très intéressant de voir de quelle manière, eh bien, quand ces règles, elles émanent d'un pouvoir politique blanc, de quelle manière elles sont acceptées par tous, et quand elles émanent d'une organisation dont on sait que, par exemple, le président est de confession musulmane, ou qu'il est noir, ou qu'il est arabe, eh bien, la même règle, elle est interprétée comme une illustration de séparatisme, d'entorse à la laïcité. Je suis désolée, si j'ai le droit aujourd'hui de me doucher en maillot de bain à la piscine municipale de Nice, pour quelle raison est-ce que je n'aurais pas le droit dans les vestiaires d'un stade de foot? Simplement parce que la municipalité est dirigée par un blanc, et le club de foot est souvent dirigé par un non-blanc. Sachant que historiquement, la pudeur a toujours été revendiquée par les Blancs par rapport aux sauvages, entre guillemets, qui se baladeraient à moitié à poil. Faiza, malheureusement, tu dois nous quitter parce que tu as des priorités familiales. Merci à toi d'avoir participé à l'émission. Est-ce que tu veux ajouter un point, quelque chose d'important avant de nous quitter? Moi, je voudrais juste insister, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est très très important. Mobilisez-vous, les personnes qui se sentent touchées de près ou de loin par ce projet de loi sur le séparatisme. Il faut absolument entendre votre voix, que vous vous mobilisiez auprès de toutes les initiatives qui naîtront dans les jours à venir pour qu'on ait le plus de poids possible. Interpellez vos députés, parce que c'est eux au final qui vont voter cette loi. Je sais que souvent on ne les connaît pas, ou c'est un petit peu loin. Vos députés, vos sénateurs, ce sont eux aujourd'hui qui ont ce pouvoir de restreindre vos libertés, celles de vos enfants, celles de vos parents. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Faiza, et tu es la bienvenue quand tu veux sur Parole d'honneur. Alors, on va continuer avec nous deux. Tariq, fais attention au micro, s'il te plaît, parce qu'on parle beaucoup quand tu bouges. Alors là, on va être entre gars, entre islamistes. Youssef, tu te douches en caleçon ou pas? Non, mais que dois-je dire? Faudrait d'abord que j'ai l'occasion de le faire dans un club de sport et autres. Hein. Mais non, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Cette espèce d'injonction à géométrie variable en permanence. En permanence, il y a un problème avec le textile. Visiblement, les lois textiles, on n'en finit plus. Alors, une chose sur laquelle je voulais revenir, c'était par rapport à ce que disait Faiza justement tout à l'heure, concernant la dissolution des associations. Et encore une fois, malheureusement, les gens ne le voient pas comme cela, mais la possibilité de dissoudre une association par loi comme cela, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il est très difficile, effectivement, à le rappeler, et c'est vrai, il est très difficile de dissoudre une association. Il faut que ça passe en Conseil des ministres. C'est-à-dire que même dans ce pays, lorsque des associations ont fait usage de violence, hein, de violence, soit que ce soit des séparatistes ou autres révolutionnaires, donc on fait usage de violence révolutionnaire, eh bien, pour dissoudre un tel groupement, il faut que ça passe en Conseil des ministres. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est une vulgaire association, hein, vraiment n'importe laquelle, a des droits très importants dans cette société. Et en tout cas, jusque-là, et c'est tant mieux. Mais là, avec une loi qui va aussi subjective, qui va décider effectivement que telle association est séparatiste?
Et je trouve ça extrêmement grave. Et je suis même étonné qu'il y ait plus de personnes qui réagissent. Mais je crois qu'il faut s'y habituer. Je veux dire, les musulmans, décidément, vont être bien seuls dans ces. En tout cas, ils ont quand même quelques alliés, mais encore trop peu, parce que on ne dira jamais à quel point c'est liberticide. Ce fascisme chirurgical qui progresse comme ça. D'ailleurs, illustration de ça, il me semble que c'était hier, il y a eu une mosquée, la mosquée Omar, qui a été perquisitionnée le lendemain de la déclaration de Macron. Ils ne savent pas d'ailleurs pourquoi ils ont été perquisitionnés, mais ils ont été perquisitionnés assez violemment. Tariq, tu veux réagir sur les caleçons Oui, sur les caleçons, enfin, ça pourrait paraître, ça pourrait prêter à sourire, mais c'est vraiment extrêmement inquiétant dans le sens où, mais quand on parle de flou, c'est vrai que quand on écoute les annonces d'Emmanuel Macron, il y a énormément de flou, mais je pense justement qu'ils jouent sur ce flou-là. Et le flou qu'ils instituent, eux, va leur permettre justement de pouvoir jouer avec la loi, de pouvoir jouer avec leurs actes, et donc de pouvoir être le plus arbitraire possible. Parce que quand le fait que ça soit flou va leur permettre justement de pouvoir fermer une association là, voilà, réprimander un maire là. Très inquiétant et qui, je pense, s'inscrit aussi dans une logique beaucoup plus vaste de répression globale, de loi liberticide. C'est justement que on donne un poids de plus en plus important au préfet. Hein, le préfet, qui est donc le représentant de l'État dans les territoires, va lui avoir donc de manière administrative un poids de plus en plus important contre des maires qui sont élus démocratiquement, qui sont des élus locaux. Donc l'État va, à travers le préfet, imposer les décisions de l'État. Donc ça, c'est d'un point de vue ne serait-ce que démocratique, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, parce que ça va à l'encontre même du choix d'électeurs. Et deuxièmement, ce qui se dit aussi sur la question du caleçon, c'est qu'on voit bien comment... à la base, on partait de quelque chose de visible, de très visible, qui était le voile. Donc, on l'a interdit. On fait tout pour l'interdire dans des espaces de plus en plus importants. C'était l'école, mais bientôt, peut-être, ce sera la rue, etc., etc. Et là, on s'attaque aux caleçons. Donc, il y a véritablement un contrôle des corps. Et là aussi, je trouve qu'on s'inscrit aussi dans une généalogie coloniale. Il y a un véritable contrôle des corps de la part d'un État raciste qui, pour justement avoir la main sur une population qu'il considère comme dangereuse, qu'il considère comme pas claire, versive, etc., va les contrôler jusque dans les douches. Ça peut vraiment prêter à sourire, mais d'aller jusque-là, aller chercher dans les petits détails de savoir si on se douche en caleçon, qui n'est juste ni plus ni moins qu'une question de pudeur. Qu'on soit musulman, juif, bouddhiste ou quoi que ce soit, il y a des gens qui, par pudeur, par simple pudeur, ne veulent pas ça. Et juste pour terminer, on se souvient, donc, comme je le rappelais juste au début, mais en 2019, quand Castaner, après l'attaque au couteau au sein de la préfecture de Paris, dresse une liste de signes de radicalisation complètement loufoques sur la barbe. Donc, dans ce cas-là, il y a énormément de gens qui seraient soupçonnés. Il y a eu, juste en 2016, je trouvais ça, et une loi donc, qui était relative à la lutte contre les incivilités, à l'atteinte à la sécurité publique et contre les actes terroristes, donc notamment dans les transports. Et elle crée un dispositif d'enquête sur des personnes souhaitant exercer certaines fonctions spécifiques dans les entreprises de transport comme conducteurs de métro. Oui, ça va être ça. Des personnes qui postulent donc sont soumises à une enquête administrative par le Service national des enquêtes administratives de sécurité, donc qui est rattaché au ministère. Ce service-là rend un avis, positif ou négatif, mais qui est complètement arbitraire. Et la SNCF ou la RATP se base là-dessus pour dire vous êtes apte ou pas à conduire. Donc on voit bien comment, en fin de compte, on exclut une partie de la population d'accéder à des emplois et surtout qu'on va les juger sur le fait qu'ils ont une barbe trop longue. Donc c'est quelque chose de véritablement arbitraire et d'extrêmement grave. Mais c'est intéressant là, cette notion de contrôle des corps, parce qu'on voit un peu des limites des analyses du féminisme sur le voile qui disent que, alors il y a un peu de ça, il y a un peu la volonté de contrôler le corps des femmes, mais dans le cas de l'islam, le contrôle des corps dépasse celui des femmes. C'est vraiment de contrôler le corps des musulmans, et on peut rappeler, il y a l'histoire des caleçons, c'est surtout les hommes qui sont visés, mais aussi l'histoire de la barbe et tout ça qui est aussi visé là-dedans. Écoutez, on va arrêter notre discussion ici, mais avant de vous quitter, je voulais vous demander si vous avez un dernier point à ajouter, vous vouliez parler de quelque chose, un coup de cœur qui n'est pas spécialement le thème de l'émission d'aujourd'hui. Youssef ? C'est un peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. C'est un coup de cœur pour les journalistes qui défendent
donc la liberté d'expression, pas forcément en France, mais également dans nos pays, mais dont apparemment, qui ne recueille pas apparemment de grands soutiens dans notre pays. Je pense à Omar Hadi, évidemment, au Maroc. Je pense à Khaled Drareni comme en Algérie. Donc, ce sont des personnes qui sont actuellement en prison, derrière les barreaux, pour avoir fait usage de leur pouvoir de critique. Et nous devons avoir une pensée pour eux, puisque visiblement, Razoui ne l'a pas. Elle qui, il y a longtemps de cela, était avec Omar Hadi, si je ne m'abuse, dans le regroupement. Oui, elle ferait mieux de s'occuper de son ex-collègue. Elle qui défend la liberté. Tariq? Ouais, bah bon, on va en parler journalisme. Un petit coup de cœur de cette semaine. J'ai pu aller voir le film de David Dufresne, donc Un pays qui se tient sage. Très bon docu, très fort. Alors, beaucoup de vidéos qu'on connaît déjà, de vidéos qui ont été prises par des smartphones, etc., mais qui rappellent bien l'extrême violence dont ont été victimes les gilets jaunes. Évidemment, il y a aussi, il rappelle évidemment l'événement à Mantes-la-Jolie, donc où ces enfants ont été mis à terre pendant 4 heures, etc. Donc, ouais, vraiment un coup de cœur, un gros coup de poing, parce que c'est vraiment un film qui fait énormément réagir et qui, voilà, donc je conseille les gens d'aller le voir. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui avait commenté, ça me servira pour faire la petite annonce, qui disait « Il faudrait créer un média parallèle pour contre-attaquer l'islamophobie. Comme vous faites, mais à une échelle plus importante. » Eh bien, écoutez, ça ne tient qu'à vous. Le média qui peut concurrencer ces chaînes d'infos islamophobes. D'ailleurs, si vous souhaitez nous soutenir, je vous rappelle que vous pouvez nous faire un don via le lien qui va s'afficher là à l'écran. Mais vous pouvez aussi nous soutenir tout simplement en likant cette émission, en la partageant pour pouvoir la propager de partout, et sans oublier de vous abonner à la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Donc, merci à Faiza qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Merci à toi, Youssef. Merci à toi, Tariq. Merci aussi qui ont fait l'émission. Merci à Omar de la technique et merci à Yanis qui est dans la modération. Alors, pour la prochaine émission de la Perme, on va essayer de se retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. On va essayer de tenter de trouver comme ça, de se retrouver une fois par semaine. On va faire du mieux qu'on peut et pour discuter de l'actualité avec les différents invités. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à très vite. Au revoir. Au revoir.